est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. L'Adaye Kessié, célébré en présence du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a pris part à Tabagne hier dans l'est de la Côte d'Ivoire à la célébration de la cohésion sociale et de l'identité culturelle de la région du Zanzan. Conflit foncier dans la forêt classée du Gouin-Débé à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les négociations sont en cours pour trouver une solution durable. Une délégation du gouvernement conduite par la ministre Anne-Désirée Oulouto est sur les lieux. Dans l'actualité également, l'annulation de la nomination de Robert Mugabe, le président du Zimbabwe, comme ambassadeur de bonne volonté auprès de l'OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Et on démarre avec ce communiqué, ce télégramme officiel donc émanant de la présidence de la République à son Excellence M. Mamadou Issoufou, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris l'attaque de la gendarmerie d'Ayourou dans la région de Tillabéri, à la frontière malienne, qui a occasionné le décès de 13 gendarmes et 5 blessés. Nous partageons la peine du peuple nigérien. Je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser nos sincères condoléances à votre Excellence et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie de bien vouloir transmettre nos sympathies aux familles des victimes ainsi qu'à l'ensemble des forces armées nigériennes dont l'engagement dans la lutte contre le terrorisme est à saluer. Ce nouvel attentat renforce notre détermination à intensifier la coopération régionale dans la lutte contre l'extrémisme violent. Vous voudrez bien trouver ici l'expression du témoignage de notre solidarité, très haute et fraternelle considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'Adaye Kessié, célébré en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan a pris part hier à Tabagne, dans l'est de la Côte d'Ivoire, à la célébration de la cohésion sociale et de l'identité culturelle de la région du Zanzan. On y va avec Franck Kouadio. L'appel de la tradition, en route pour Tabagne, en fond sonore, les tambours parleurs, comme pour saluer l'arrivée du vice-président Daniel Kablan-Duncan, hôte de marque à ce Adaye Kessié Festival 2017, célébrant la culture du peuple bron dans l'Est ivoirien. Cette fête, c'est tout un symbole rappelé par Bini Ouattara, le commissaire général. Elle symbolise la fin de la fête de l'Ignam et le début de l'année. C'est la fête du trône, une occasion de faire le bilan. Pour planter les décors, la parade des rois et chefs sur leur palaquin ou à pied. Le ballet est ouvert par la première des 5 provinces du royaume à Bron, le Pinango, garant de la sécurité. Puis suivent d'autres chefs venus du Ghana voisin et l'arrivée du roi suprême à Debron, Nanakwasi, à Dengra, à Djeman. Les festivités peuvent commencer. Le grand tambour royal, le tendo, qui sort une fois l'an, accompagne la danse de la noblesse. L'Adaye Kessié, c'est aussi la célébration de la cohésion. L'Adaye Kessié, au-delà de son aspect spectaculaire et festif, nous invite à une profonde introspection et à une quête permanente de renouvellement de soi à travers la tolérance et le pardon notamment. Autant de potentialités soutenues par l'État, le tourisme et la culture d'ailleurs engagées. De Tabagne, monsieur le vice-président, je lance à nouveau cet appel. Cet appel que dès 2011-2012, nous avons lancé aux conseils régionaux, au cadre de nos régions, à valoriser nos cultures par l'organisation de foires et festivals culturels. Les festivals sont de grands leviers de développement économique. Le peuple bron, déjà dans la dynamique, est encouragé dans ce sens au plus haut niveau. Le dynamisme impulsé par le Conseil royal et le Conseil régional pour la promotion et la valorisation de l'héritage culturel bron à travers l'Adaye Kessié atteste de la volonté de ce peuple, au passé si glorieux, de faire de sa culture un véritable socle d'union et de développement. Et cela est bien compris. Fils de la région,
Personnalités invitées, tous souhaitent que l'exemple de l'Adaye soit pérennisé. La tradition au service de la cohésion sociale traduite plus que jamais par le futur village Adaye, la première pierre posée par le vice-président. On évoque à présent le conflit foncier dans la forêt du Gouindébé à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les négociations sont en cours pour trouver une solution durable au problème. Une délégation est justement sur les lieux, une délégation du gouvernement conduite par la ministre Anne Désiré Ouloto. Eve Boué. La ministre Anne Désiré Ouloto, conduisant une délégation composée d'élus et de cadres du Cavali et du Grand Centre, est envoyée par le gouvernement pour trouver une solution durable au conflit foncier en cours dans la région du Cavali. De nouveaux affrontements ont fait 4 morts et de nombreux blessés. Dans la salle de réunion de la préfecture de région, la ministre a rencontré les parties prenantes du conflit. La parole est donnée à chacun. Ensuite, cap est mis à Zéaglo dans le département de Bleu-le-Quai. La ministre, au nom du gouvernement, présente ses condoléances et indique que les enquêtes sont en cours pour situer toutes les responsabilités. Des appels à l'apaisement sont lancés. Nous avons entendu les cris à la fois poussés par nos parents Oué et les cris à la fois poussés par nos parents du Grand Centre. Saousou Jano nous a instruit de venir nous enquérir de cette situation et surtout de venir faire en sorte qu'il y ait l'apaisement. On peut être mécontent, mais lorsqu'il y a mort d'homme, nous devons tous nous arrêter pour revoir notre manière d'agir. Et ce sont ces violences-là que nous sommes venus condamner. Nous avons trouvé des populations elles-mêmes qui ont condamné ces actes et qui, entre elles, avaient déjà commencé donc des initiatives au pardon, en appelant au pardon de part et d'autre. C'est une situation déplorable. Nous allons continuer de sensibiliser et de ramener les populations à la juste mesure, à la retenue, à réapprendre à vivre ensemble, quel que soit le problème. Et nous continuerons avec les élus et cadres du Cavali, avec les élus et cadres du Grand Centre, avec le consul du Burkina et tous ses représentants de la région. C'est ensemble, main dans la main, que nous travaillerons pour que nos populations, nos frères et sœurs, réapprennent à vivre ensemble. L'émissaire du gouvernement continue encore les consultations de jour comme de nuit pour cerner véritablement le fond de la question de la forêt classée du Gouindébé afin de trouver une solution durable et définitive. Et toujours dans le cadre du maintien de la paix en Côte d'Ivoire, une délégation de bailleurs de fonds des Nations Unies a séjourné ici en Côte d'Ivoire, séjour mis à profit pour évaluer le programme d'appui à la consolidation de la paix dans plusieurs villes et villages. Délégation qui se dit satisfaite en tout cas des progrès réalisés. Francis Boifo. La méthode d'évaluation du projet de consolidation de la paix entre les allogènes et autochtones d'Azaguié dans la région de l'Anyébi-Tiassa s'apparente à un véritable interrogatoire. Les bailleurs du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix ont voulu, par cette séance de travail, apprécier le niveau de collaboration entre les différentes communautés après les affrontements d'il y a plus de 10 mois. Tout est parti du corridor d'Azaguié entre les commerçantes. Vraiment, il n'y a plus de palabres. Nous parlons, on va à les cérémonies abeilles, les abeilles viennent à nos cérémonies. Vraiment, ça va. On s'attend, les enfants vont aller à l'école en paix. Moi, je peux aller au champ en paix, tout le monde est en paix. La paix également à Divo, Bayota et Loguata, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, après des mois de tension dus aux élections présidentielles et locales. La délégation du système des Nations Unies est allée s'informer sur la stratégie adoptée par les autorités de la région pour réconcilier les populations. C'est que le PNUD et ses partenaires accompagnent l'État dans le processus de réconciliation à travers des projets pilotes. La paix est revenue, les gens se parlent, donc on a amorcé quelque chose. Ça prend du temps et c'est la raison pour laquelle nous disons que malgré les avancées que nous constatons, il va falloir donc consolider, poursuivre ces efforts-là. Le gouvernement a préparé un programme national dont le montant global équivaut à 72 milliards de francs CFA. C'est quand même assez important. Nous sommes en train de voir comment accompagner le gouvernement dans la mobilisation de ressources auprès des partenaires. Les élus locaux appellent à une conjugaison des efforts
pour consolider la paix dans les villes et villages. À l'endroit des fonctionnaires, des cadres de cette région qui viennent, qui descendent dans les villages, pour nous aider, le conseil régional seul ne peut pas tout faire. Surtout, faire passer le message de paix. Éviter l'auto-victimisation. Chacun d'entre nous a perdu quelque chose dans cette crise. Mais c'est de tourner la page et dire que nous devons aller à l'essentiel, être frères et sœurs. Bon, à savoir, le programme d'appui à la consolidation de la paix a permis de réhabiliter des maisons à Loguata, dans le département de Gadioua, de remettre en état des bâtiments à usage de dortoir pour les élèves sous-officiers gendarmes et de favoriser l'établissement d'extraits d'actes de naissance pour 3800 enfants. Air Côte d'Ivoire vise le ciel français en marge de la 124e Assemblée générale de l'Association des transporteurs aériens francophones. Air Côte d'Ivoire, la compagnie nationale, a signé une convention avec Air France. On retrouve Francis Boifo. Vous savez, on dit toujours, quand vous voulez aller vite, vous allez seul. Mais quand vous voulez aller loin, il faut aller avec les autres. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire veut voler plus haut par cette signature de convention avec Middle East Airlines et Air France. Ça va permettre à Air France, qui vous le savez dessert, entre autres avec ses Airbus 380, depuis la France et en connexion du monde entier à Abidjan, de pouvoir vendre sur l'ensemble du réseau d'Air Côte d'Ivoire, le réseau africain d'Air Côte d'Ivoire, en numéro de valeur France. C'est-à-dire que c'est toute la force commerciale d'Air France dans le monde qui va pouvoir également vendre le réseau d'Air Côte d'Ivoire. Et réciproquement, la possibilité pour Air Côte d'Ivoire de mettre des codes sur le vol Paris à partir d'Abidjan permettra là aussi d'élargir commercialement la surface commerciale d'Air Côte d'Ivoire. La compagnie Air Côte d'Ivoire vise le marché européen et le ciel américain. Nous y travaillons à la desserte américaine. Il est évident que Delta, dans cette même façon-là, viendrait se connecter également. C'était important pour nous, pour Air Côte d'Ivoire, pour l'aéroport d'Abidjan, comme vous le savez, le gouvernement, le président, nous investissons beaucoup dans cet aéroport pour que ce soit vraiment un véritable hub donc pour la sous-région. Air Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est 20 destinations régionales en Afrique de l'Ouest et du Centre et 5 destinations domestiques. Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité depuis le 19 juillet dernier, a entamé une série de consultations dans les structures sous sa tutelle. On s'intéresse ce soir à sa séance de travail avec le patron du district autonome d'Abidjan, Issaïo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en visite de travail au district autonome d'Abidjan. Sidiki Diakité a, dans le cadre de sa tournée dans les structures sous tutelle, échangé avec le ministre-gouverneur Robert Begremambé. Cette rencontre entre les deux hommes a permis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de mieux comprendre le fonctionnement du district d'Abidjan. S'agissant du district autonome d'Abidjan, l'action du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ne peut être que plus renforcée, que plus forte, que plus présente. Ça veut dire que le travail que nous avons commencé ensemble en tant que préfet, on va le poursuivre maintenant aussi en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Robert Begremambé a salué la présence du ministre Sidiki Diakité, puis a sollicité son appui pour le développement de la capitale économique. La compétition maintenant, c'est une compétition pour être la plus grande ville d'Afrique. C'est notre ambition, la meilleure en Afrique. D'ailleurs, les perspectives qui se dessinent pour Abidjan sont tellement grandes. Je vous apprends que dans le mois de novembre, il y aura des dizaines de réunions à Abidjan ici. Cette visite a été également l'occasion pour les chefs traditionnels et guides religieux d'apporter leur soutien au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour la réussite de sa mission. Et cette bonne nouvelle, une solution pour les bègues, ces handicapés de la parole. Un des leurs, Koné Sekou, informaticien à la mine d'or de Tongon, dans la région du Poro, vient de trouver le moyen de leur permettre de s'exprimer correctement. Pagasso Reconnaît. Titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Simplice souffre d'un handicap. Ce mal, d'après mes parents, a commencé depuis l'âge de 4 ans. La période de la parole, ils en souffrent jusqu'à présent. Avec ce handicap, difficile pour lui d'obtenir un boulot. Chaque jour, le scénario est le même.
Simplice obligé de se connecter sur Internet à la recherche d'un emploi. Son rêve aujourd'hui, être recruté dans une entreprise de la place et surtout voir disparaître ce handicap qui, selon lui, l'afflige. J'ai l'impression que les agences de recrutement ne mettent rien du bégaiement. Donc ils pensent que c'est déjà une faiblesse d'embaucher quelqu'un quand il souffre de ce mal. Un rêve possible et réalisable selon Sékou, lui-même né bègue, mais qui aujourd'hui arrive plus ou moins à s'exprimer correctement. On se moquait beaucoup de moi à l'école, en ville, un peu partout. À chaque fois que je prenais la parole, il y a certaines personnes qui comprenaient, mais la majorité des personnes avaient l'habitude en tout cas de se moquer, soit en ma présence ou en mon absence. Et il faut dire que franchement, que cela m'a beaucoup frustré et a été en fait même la principale cause de mes recherches. Sa solution, la rééducation vocale qui consiste à bien prononcer les voyelles et les consonnes. Je me suis rendu compte que les voyelles se prononçaient et que les consonnes s'articulaient et que la parole en elle-même est une succession de syllabes. Or, nous savons que les syllabes ne sont formées que de consonnes et de voyelles. Et donc avec les voyelles, on ne fournit aucun effort. On libère simplement l'air au niveau de la gorge en fait. A, E, I, O, U. Et ensuite avec les consonnes que j'ai classifiées, en fait les consonnes bilabiales, par exemple le B, le P et le M, voilà, sont des consonnes bilabiales. Bilabiales parce qu'elles font intervenir en fait les deux lèvres B, P, MO par exemple. Une rééducation à laquelle se sont soumis Meïté Bebson, agent à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, et Bema Kamagaté, étudiant en deuxième année de criminologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Tous deux bègues. A, E, U, I, O, Zo, Zu, Zo, Zou, Soi. Ok. Si je fais une semaine d'éducation, je vous assure que je vais présenter le journal télévisé. Je dois soutenir à une thèse et là, je suis sûr que je pourrai soutenir cette thèse aisément et faire plaisir à mes délégués. Comme Simplice et Bema, nombreux sont ces handicapés oraux qui souhaitent voir disparaître ce mal en eux afin d'avoir plus d'opportunités d'obtenir un emploi et construire une vie normale. Euphrasie Yao s'intéresse, elle, au mieux-être des femmes de Côte d'Ivoire. La coordonnatrice du programme national du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est-elle invitée du Dimanche Magazine de ce 22 octobre. Le programme s'étend désormais aux femmes rurales. Je vous propose un extrait de l'entretien avec Hamza Diaby. On va aller étendre le compendium dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Mais on commence par des projets pilotes. Il s'agira d'aller dans ces régions, d'identifier les femmes rurales, les femmes en milieu urbain qui excellent dans ce qu'elles font, dans leur domaine d'activité, les mettre en lumière, les valoriser, les honorer, les récompenser. Oui, elles en ont besoin. Et comment se fait l'identification? L'identification sera basée sur nos valeurs. Je vais revenir un peu là-dessus. L'amour, la solidarité, l'audace, les valeurs du compendium. Les valeurs du compendium. Et à partir de ces valeurs, nous avons défini des références qu'on appelle aussi des critères. Premier critère, une femme qui excelle dans son domaine d'activité ou dans son entreprise. On reconnaît que tu es la meilleure. Tu fais partie de notre référence. Une femme qui a contribué au développement de son village, de sa communauté, de sa région. Et justement, à Boaké, 21 associations féminines viennent de bénéficier de matériel essentiellement composé de broyeuses, de cuisinières et de chaises. C'est une action du député Charles Niaoré, action qui s'inscrit, vous l'avez compris, dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Des bouteilles de gaz, des cuisinières, des marmites, une broyeuse et des chaises destinées à 21 associations féminines de la commune de Boaké. Du matériel
qui va permettre à ces femmes d'accroître leurs revenus pour une autonomisation durable. La femme étant le socle de la société, dès qu'une femme a un petit, elle pense à la famille. Des dons du député de Boaké commune. Pour le donateur, cette action vise à encourager ces groupements féminins qui contribuent au développement de la commune. C'est une action d'appui aux actions du chef de l'État et simplement pour dire à nos parents que nous les aimons, que nous aimons Boaké et nous travaillons toujours donc au développement de cette localité. Il est important que Boaké soit une ville exemplaire et nous voulons donc montrer le visage du Boaké nouveau, ce Boaké tranquille, ce Boaké où il fait bon vivre, ce Boaké là où chacun peut vaquer librement à ses occupations sans être inquiété. Ces actions sociales du député Charles Agnaouré ont été précédées d'une séance de lecture intégrale du Coran pour la paix en Côte d'Ivoire. Une séance présidée par le grand imam de Boaké, Ella Djabadjawari Touré. Et le reportage est signé Hassan Khan et Kader Sogodogo. Avec Herman Guivet, nous nous rendons à présent à Toumoudi en passant par Kokumbo. Voyage pénible, vous le verrez dans ce reportage, tant la route est dégradée. Axe Oumé-Kokumbo, Kokumbo-Toumoudi. Nous franchissons un pont. La vue est tout simplement magnifique. Le pont immédiatement franchi que nous devons nous défaire du plaisir de l'œil pour nous abandonner au constat du reporter. Parce que rattrapé par la profonde agonie d'une route qui crie au plan Marshall. Parler de nid de poule serait un euphémisme. Le bitume a pratiquement disparu, en lieu et place des trous béants masqués par des flaques d'eau en saison des pluies escortent le voyageur jusqu'à destination. Nous devons certainement notre salut à l'habileté du conducteur et à la robustesse du véhicule. Un véritable calvaire pour les transporteurs qui témoignent. Il y a trop de trous, ça crée des dégâts. Donc c'est pour cela souvent même, il y a trop de coupés de route sur la route. On veut qu'on n'a qu'à arranger la route pour nous maintenant. Si la route était bonne, un jour nous pouvons faire 5 voyages. Mais en fonction de l'état de la route, nous ne pouvons pas faire au moins 5 voyages par jour. Nous sommes au 2 voyages par jour. Les commerçantes ne disent pas mieux. Les conducteurs augmentent les prix en fonction de la route. Parce que la route est très mauvaise. Pour nous, les commerçants, ça ne nous arrange pas. Donc l'État n'a qu'à nous aider. Véritable calvaire pour les populations. À Oumé, nous n'avons pas de route. Sur toutes les routes, c'est des nids de poules. Et cela favorise les braquages. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos populations voyagent, mais avec beaucoup de peur dans le ventre. Une préoccupation qui a trouvé un écho favorable auprès des autorités en charge de l'entretien des routes. Les questions d'eau, les questions de route et les questions d'école, les questions d'emploi sont les préoccupations de nos populations. Et c'est ce à quoi le gouvernement travaille. Les populations, elles, attendent avec impatience qu'une solution soit trouvée à ce problème qui trouble de tous ces trous leur sommeil. Et on se rend justement à Oumé, où le secrétariat départemental et le conseil départemental du RDR de la ville ont organisé une journée de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Le compte-rendu est de Herman Guivet. Remercier le chef de l'État Alassane Ouattara pour la dynamique de développement insufflée à la Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Voici tout le sens de cette journée de reconnaissance et d'hommage organisée par les populations d'Oumé sous l'impulsion de Lansine Diaby, cadre du RDR et émissaire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est à la place Jean-Jacques Boutineau de la ville que se sont rassemblées les différentes délégations venues des villes et régions frontalières avec la ville d'Oumé. Le secrétaire départemental du RDR d'Oumé, le docteur Kone Adama, a rendu hommage aux pionniers du parti dans la région pour leur contribution à l'implantation du parti. Remerciant également le député Touré Aya Virginie pour son engagement au service du parti. Le président du conseil régional du Gand, Joachim Djedje Bagnon, a salué l'esprit d'union et de fraternité qui règne au sein de toutes les familles politiques à Oumé. Lansine Diaby, émissaire du Premier ministre et parrain de la cérémonie, a appelé au renforcement de cette union et à plus d'engagement des militants aux côtés du président Alassane Ouattara. Il n'y aura pas de guerre d'héritiers au sein du RDR. La préoccupation majeure du président de la République, c'est de s'assurer que le pays serait dans des mains sûres
Donc, au même moment qu'il dit à ses proches collaborateurs qu'il n'y a pas de guerre d'héritage, que sur le terrain ici à Oumé, qu'aucune bataille pour les postes au niveau local ne soit ouverte. Le seul combat qui mérite d'être mené, c'est de mener le combat pour la constitution d'un parti unifié qui rassemble les enfants d'Oufoué pour continuer l'œuvre de construction. Occasion pour les militants de se réjouir au rythme des sonorités locales, cérémonie festive, suivie d'un cross populaire et de la finale du tournoi intersection doté du trophée Alassane Ouattara, remporté par l'équipe de Yaoufla en rouge et blanc face à celle de Krokro en jaune. Une page religion pour poursuivre jubilé d'or de la congrégation des sacrés stigmates dans l'actualité. La célébration a eu lieu hier samedi. C'était à la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto à Abobo, PK 18. On y va avec Christiane Nakoubi et Serge Collier. C'est en octobre 1967 que les premiers missionnaires de la congrégation des stigmates arrivent en Côte d'Ivoire. Avec la bénédiction de Monseigneur Bernard Yago, il s'installe à la paroisse Saint-François-Xavier d'Aboissou. Cela fait aujourd'hui 50 ans. 50 ans d'engagement marqué par 4 représentations en Côte d'Ivoire. Ce jubilé d'or célébré par la congrégation est un moment de maturité. Il fait appel à de nouvelles perspectives au service de Dieu. Le premier défi, c'est que très prochainement, nous serons une vice-province. Nous passerons d'une délégation à une vice-province. Être au service du Seigneur, c'est un privilège, c'est une joie. Et surtout, l'être pour toute notre délégation ici encore pour 50 ans, c'est encore source de grande joie et de reconnaissance au Seigneur. Prières, louanges et adorations ont rythmé la célébration de ce demi-siècle d'existence en Côte d'Ivoire. Pour les fidèles, c'est un moment de joie et de reconnaissance à Dieu. Les cinquantenaires des pères ce matin, c'est une joie pour moi. En tout cas, l'émotion est tellement grande, c'est de dire merci à Dieu. C'est une fête nationale et notre paroisse a accueilli cette grande fête. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce-là. La congrégation des stigmates est née à Vérone en Italie en 1816. Elle a été fondée par le père Gaspard Bertoni. Les stigmatins sont présents aujourd'hui dans 14 pays. La mission totalise 200 ans au service de l'évangélisation. À présent, le tour de l'actualité de la semaine à travers le monde. Nous nous rendrons en Somalie, à Madagascar, au Kenya. Nous nous intéresserons également à l'annulation de la nomination de Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté pour l'OMS. En Somalie, les autorités ont décrété 3 jours de deuil national lundi au lendemain du double attentat à l'explosif mené samedi à Mogadiscio, la capitale. L'attentat a fait 358 morts et 300 blessés selon une source hospitalière. La peste à Madagascar est loin d'être circonscrite. Le nombre de cas et de morts a encore augmenté d'après le dernier bilan. Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes déclarait 610 cas et 63 décès sur l'ensemble de la grande île. L'incertitude règne toujours au Kenya avant le second tour de l'élection présidentielle prévue le 26 octobre. Dernier rebondissement en date, la démission d'une responsable de la commission électorale mercredi, Roselyne Akombe. Dans la foulée, le président de cette même commission a émis de sérieux doutes sur la tenue du scrutin. 4 personnes ont été tuées jeudi dans les 2 plus grandes villes du Togo, Lomé et Sokodé. Malgré l'interdiction de manifester en semaine, les 14 partis de l'opposition avaient décidé de marcher dans la capitale. Au moins 26 personnes ont été tuées au cours d'un affrontement mercredi dans le sud-est de la Centrafrique. Le gouvernement centrafricain a réagi à cette nouvelle flambée de violence dans le sud-est en exprimant sa ferme condamnation de ces actes de barbarie. À l'issue d'un conseil de gouvernement extraordinaire, Madrid a déclenché l'article 155 de la Constitution visant la destitution du gouvernement catalan. Aussitôt, des manifestants pro-indépendantistes sont descendus dans la rue pour dénoncer cette mesure.
Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir annulé dimanche la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté, expliquant que cela était dans l'intérêt de l'agence de l'ONU après la controverse provoquée par sa décision. Un commentaire de Abou Sanogo. Et cette information, pour terminer, après plusieurs missions effectuées à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour au pays. Guillaume Soro est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan dans la soirée ce dimanche. Au cours de son séjour à l'extérieur, le président de l'Assemblée nationale a participé, entre autres, à la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP en Russie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis.